En bref, cette semaine, Vaudreuil-Dorion remporte le concours de la Semaine québécoise intergénérationnelle. Terrasse Vaudreuil donne le feu vert au jardin devant les maisons. Les sentiers de l'Escapade et le Mont-Rigaud reprennent vie. Et le Centre d'action bénévole actuel ouvre ses portes le 3 juin. Vaudreuil-Dorion sort vainqueur de la finale du concours de la Semaine québécoise intergénérationnelle 2020 grâce à son projet de médiation culturelle Passé composé. Le projet réalisé en collaboration avec notamment C'est sur la télé, met en présence des jeunes en francisation de la Cité des jeunes, leurs enseignantes et des membres de l'Université du troisième âge. En mon nom et au nom du conseil municipal, je veux juste vous dire que nous sommes extrêmement honorés d'avoir le prix dans la catégorie activité littéraire dans le cadre de la Semaine québécoise intergénérationnelle dans le projet Passé composé. Il faut comprendre que notre projet Je suis a maintenant 10 ans. Je suis était le début de tout ça. C'est-à-dire comment regrouper des gens, comment faire pour avoir des activités, reconnaître les gens, qu'on se parle, créer des rencontres. Il y en a eu des centaines et des centaines de rencontres avec un paquet de monde différent. Les gens ont appris à se connaître et c'était le but de Je suis. Et cette activité-là est aussi exactement dans la même ligne, c'est-à-dire permettre aux gens de se rencontrer de différents âges, de différentes communautés et de jaser ensemble et de s'exprimer et de se connaître. Et comme on le dit souvent, autant Michel Vallée que moi, c'est en se parlant qu'on va se reconnaître et qu'on va aussi surtout se comprendre. Donc, encore une fois, merci beaucoup. C'est un honneur pour nous, la Ville de Vaudreuil-Dorion, de recevoir ce prix-là. Et félicitations à toute l'équipe, bien sûr, de la Ville qui a travaillé là-dessus. Et je souhaite à tout le monde la meilleure des chances dans toutes les catégories. Et continuez, tout le monde, votre bon travail. C'est avec des initiatives comme celle-là qu'on va se bâtir un Québec où tout le monde doit se sentir bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le maire. J'ajouterai seulement que ce projet-là, il se poursuit actuellement. Si on a une vingtaine de jeunes qui ont rencontré des personnes âgées pour pouvoir raconter et honorer leurs souvenirs par l'écriture, aujourd'hui, il y a 31 jeunes, toujours de ces classes-là, et 31 aînés qui correspondent ensemble chaque semaine pour pouvoir briser l'isolement et continuer à travailler très fort sur ce côté-là intergénérationnel qui est très, 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 très fort. Merci à Intergénération Québec. Merci à tous ceux qui ont fait en sorte que ce projet puisse avoir lieu, c'est-à-dire C'est sur la télé, Nathalie Poirier, du Service de loisirs et de la culture, Mélissa Gagné, Pascal Lauzon, Chloé Marcil et toute ma formidable équipe. Un merci particulier à Fabienne Alimi, professeure de francisation à l'École secondaire de la Cité des jeunes et à ses élèves, et aussi aux membres de l'Université du troisième âge, l'OTAM, Vaudreuil et Dorion. Vous êtes le cœur et l'âme de ce projet. Merci beaucoup. Pascal Lauzon de la Ville de Vaudreuil-Dorion et Fabienne Alimi de l'École secondaire de la Cité des jeunes nous ramènent sur les traces de ce projet novateur qui a été inspiré voilà plus d'1 an dans le cadre du festival Mosa. Oui, en fait, c'est ça exactement. Le point de départ, c'était le festival Mosa, donc pour célébrer la fête des mots. Puis nous, on voulait faire un projet particulier avec des jeunes issus de l'immigration pour célébrer la langue française. Puis c'est à ce moment-là qu'on a pensé à Fabienne. Puis on avait une idée générale de ce qu'on voulait faire. Puis en fait, moi, c'était le premier projet là, que je coordonnais à la Ville. Puis ma collègue Karine, elle était comme, on va prendre le temps de s'asseoir avec Fabienne puis de voir c'est quoi ses réels besoins pour que le projet soit vraiment propulsé par des objectifs concrets, là, tu sais. Comment ce projet-là est venu, les objectifs du projet sont venus compléter ceux de l'école? À la base, je pense que ça a été un brassage d'idées avec Pascal, je pense qu'il y avait Mélissa avec nous. On était 3-4 filles, on s'est rencontrées autour d'un café. Puis là, on a mis un paquet d'idées. Puis voilà, ça a été aussi simple que ça. Comment ça s'est déployé avec les jeunes? En fait, on a décidé, on voulait faire quelque chose avec une clientèle plus âgée. Et on voulait vraiment mettre en contact les jeunes allophones avec des personnes âgées francophones. Donc, quand on a amené le projet, au départ, il y avait un peu d'incertitude. Puis, pour être honnête avec vous,
On a élaboré le projet, puis on l'a fait en même temps. Donc, il n'y avait pas vraiment un plan en partant. Donc, au fur et à mesure, les idées prenaient naissance et se concrétisaient. Puis, les jeunes se sont greffés, se sont adaptés, puis ils ont tous embarqué. L'expérience en tant que telle, concrètement, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Alors, l'expérience, c'était de faire, premièrement, une rencontre avec ces personnes âgées-là, faire des entrevues. Donc, ils ont eu des ateliers avec une journaliste pour monter une entrevue. Ils devaient enregistrer les entrevues et à partir de ces enregistrements-là, il a fallu choisir un extrait qui les marquait, puis focusser sur un souvenir en particulier. Et ensuite de ça, on est passé à la rédaction. On a eu un atelier sur la narration. Donc ça nous a beaucoup aidé. Ça a été peut-être la partie la plus longue et la plus ardue. C'est de sortir l'élément principal de l'entrevue, puis essayer de faire une narration autour de cet élément-là. Donc ça a été beaucoup d'heures de travail. Mais je crois qu'ils étaient tous très, très, très heureux et très contents. Malgré la peur de la caméra, hein? Ça, ils avaient peur. En parlant justement de la caméra, donc ça a été un travail aussi avec les aînés, avec de l'OTAM, l'Université du 3e âge. Comment ça s'est fait, cette collaboration-là? Est-ce que ça s'est fait naturellement? En fait, nous, lorsqu'on parlait qu'on voulait faire un match intergénérationnel, on a essayé de penser dans la communauté qu'est-ce qui pouvait aussi représenter des objectifs de persévérance scolaire pour motiver les jeunes. Puis là, c'est comme devenu tout naturel pour nous que l'OTAM était le match parfait pour les jeunes parce qu'eux, dans le fond, ils sont à la retraite, continuent d'apprendre, continuent de vraiment développer leur savoir. Donc, on voulait les mettre aussi en contact avec des gens qui pourraient les motiver, là, parce que c'était plus vers la fin de l'année, là, les tournages. Donc, d'être avec des gens qui trippent sur l'éducation, on se dit que ça leur donnerait peut-être un petit boost aussi. Enseignement. De 1965 à 1978, elle élabore et expérimente différents projets. C'est en 1978 qu'elle devient conseillère pédagogique en enseignement de français, mais au départ, elle voulait être directrice d'école. On lui refusait le poste car elle n'avait pas l'autorité nécessaire pour remplir une tâche d'homme. Elle sera donc conseillère pédagogique jusqu'à sa retraite en 1988. Sa retraite était largement méritée. Tout comme Félix Leclerc, nous pensons que ses souliers à elle ont aussi beaucoup voyagé. Moi, j'avais demandé à la commission scolaire de m'organiser des grandes tables où je pouvais asseoir 6 enfants. Et dans le milieu, j'avais acheté un plat pour mettre des ustensiles, puis je mettais les crayons, tout. Et le matin, c'était chacun son tour qui prenait un crayon. Parce qu'ils apprenaient à partager. Le jardinage à la cote auprès des résidents de Terrasse-Vaudreuil. En effet, la municipalité a autorisé cette année les citoyens à avoir un jardin devant leur maison. Elle les prévient toutefois qu'elle va adopter un règlement pour encadrer le secteur. Cette année, justement, j'ai passé un communiqué hier ou avant-hier que la municipalité va tolérer pour cette année les jardins en façade des maisons. On a demandé aux gens de ne pas mettre des structures permanentes parce que dans les prochains mois à venir, justement, on va faire une réglementation pour que ça soit bien encadré puis que tout le monde ait le respect du voisinage aussi, de son voisin, avec cette mesure qu'on a mis en place présentement. Je crois que ça va faire l'affaire à certains, peut-être pas à d'autres, mais en faisant une belle structure, on devrait être bon pour tout le monde. D'autres seraient pour les poules plutôt que pour le jardinage. Pour les poules, c'est un petit peu plus différent parce que faut mettre quand même Santé Canada là-dedans. C'est différent le processus. On est en train de le regarder. Ça va être un petit peu plus long à mettre en place si jamais le conseil décide de le mettre en place. Mais on n'est pas fermé à ça, mais c'est plus complexe qu'on le pense, là. Suite à l'autorisation par le gouvernement de certaines activités individuelles extérieures, les sentiers de l'Escapade à Rigaud renouent avec les amateurs de plein air après plusieurs semaines de fermeture dues à la COVID-19. C'est ce qui en ressort de l'entretien que nous a accordé Gérald Proux, patrouilleur à la ville de Rigaud. Les sentiers de l'Escapade sont un réseau de 27 km de sentiers
Le sentier principal, qu'on appelle le haut-lieu, forme un rectangle qui passe en fait sur le dessus de la colline. On dit montagne de Rigaud, mais c'est une colline. Et puis, il y a une variété de feuillus et de résineux. Il y a 152, je crois, espèces d'oiseaux qu'on peut observer ici dans la montagne, dans la colline. Et les sentiers sont de niveau intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a quand même un bon relief, mais c'est rien d'extrême. Du côté sud, il y a un très, très beau panorama qui donne sur toute la région, le secteur sud du comté. Et on voit au loin les Adirondacks, la chaîne de montagnes aux États-Unis. Alors, c'est un très beau réseau de sentiers. Et quelle sorte d'impact la COVID-19 a sur les activités de l'Escapade? Premièrement, toutes nos activités qu'on organise durant l'année, des randonnées, des observations, tout ça, tout a été annulé pour l'année, pour la saison. Depuis la fin mars, avec les règlements de confinement, la Ville a mis à pied les employés temporaires, donc nous, les patrouilleurs et les employés du parc. Donc, il y avait un minimum de patrouilles qui se faisait dans les sentiers, assurés par notre superviseur, par Marie-Claude. Et les sentiers restaient quand même ouverts et accessibles uniquement aux personnes de Rigaud, Sainte-Marthe, Pointe-Fortune et Saint-Rédempteur. Ça fait que ça limitait beaucoup, évidemment, l'achalandage dans les sentiers. Mais c'était quand même accessible. Au moins, ils sont restés ouverts. Justement, les activités ont repris depuis quelques jours. Quelles sont les mesures en place? Nous, on ne reprend aucune de nos activités jusqu'à date. Sauf que maintenant, les patrouilleurs sont de retour. On recommence à assurer une présence dans les sentiers. Donc, on s'assure que les règles de distanciation sont respectées, aussi que les chiens sont tenus en laisse, etc. Et puis, jusqu'à date, ça se passe très bien, je dois avouer. Il y a beaucoup de monde. Avec le beau temps, il y a beaucoup de monde dans les sentiers. Mais c'est quand même agréable, c'est relax. Et j'ai pas eu à intervenir jusqu'à date, en tout cas, pour dire aux gens de garder des distances. Mis à part, on voit des familles, ça c'est correct, ils sont ensemble. On voit tout de suite que c'est la même, qu'ils cohabitent. Au Mont-Rigaud aussi, on a commencé à tourner progressivement la page du coronavirus. Et le vélo de montagne fait son grand retour sur les pistes. Donc, on était fermé obligatoirement par le gouvernement jusqu'à ce mercredi passé. Donc, jusqu'à là, la réouverture se passe très bien. On voulait justement ouvrir pour les gens de la région, pour leur donner des options, pour qu'ils puissent passer de temps à l'extérieur et se divertir, mais toujours en tenant compte des recommandations du gouvernement. Donc, on a des nouvelles procédures en place en rentrant au stationnement. Il faut obligatoirement s'inscrire à chaque jour, même si on est membre. Comme ça, on est en mesure de contacter le monde si jamais il y a des cas sur les lieux. Également, il n'y a pas d'accès au chalet principal, donc malheureusement, pas d'accès aux toilettes non plus. Les terrains sont ouverts vraiment juste pour la pratique du vélo de montagne et la randonnée pédestre, donc à l'extérieur. Puis on demande toujours aux personnes de respecter les principes de la distanciation physique. Et l'engouement du public? Jusqu'à là, la réponse est très enthousiaste. Ils sont très patients aussi, nos clients, ce qu'on apprécie beaucoup, beaucoup. Ils font preuve d'un grand civisme, puis ils respectent en quelque sorte ce qu'on leur demande de faire. Donc, la désinfection des mains, le fait de s'inscrire en arrivant, le fait d'arriver avec d'autres membres de sa maisonnée, des choses comme ça. Pour le moment, vous avez commencé par quelques activités seulement. Oui, bien, effectivement, le site est surtout un site de vélo de montagne. En saison estivale, c'est l'activité primaire. Les autres choses qu'on peut voir, c'est de la randonnée ou du monde qui viennent faire des pique-niques. Avec plus de 2 mois de fermeture imputable à la COVID-19, la boutique friperie du Centre d'action bénévole de Vaudreuil-Soulanges, l'Actuel, va rouvrir le 3 juin prochain. Sa directrice générale, Francine Plamondon, énumère les nouvelles règles mises en place pour cette réouverture. Dans un premier temps, la boutique friperie va ouvrir à journée et heure réduite.
Donc, on va ouvrir du mercredi au samedi de 10h à 16h. Donc ça, on commence comme ça. On verra l'évolution. Nécessairement, les gens vont devoir respecter la distanciation. Il va y avoir tous les affichages nécessaires pour faciliter le magasinage à la clientèle. On va permettre 5 clients à la fois dans la boutique. On a déjà toutes les installations de plexiglas qui sont déjà prêtes pour l'ouverture le 3 juin prochain. Est-ce que vous allez accepter les dons? Pas pour l'instant parce que on a des gros enjeux au niveau de la gestion des surplus et parce que dans nos locaux actuellement on a une bonne quantité qu'on doit traiter avant d'en recevoir de nouvelles marchandises. Je vous dirais que notre sous-sol est pas mal plein. On a un garage plein, un entrepôt, un conteneur plein. Donc, il faut nécessairement trier cette marchandise-là avant d'être en mesure d'en recevoir de nouvelles. On sait que les gens sont très patients, ont bien voulu nous accommoder et garder chez eux leurs marchandises. On va leur demander pour un certain temps, jusqu'à nouvel ordre, de garder encore cette marchandise-là. On est en discussion avec la MRC, avec des partenaires locaux pour trouver des solutions d'entreposage parce que physiquement, nos locaux ne nous permettent pas d'en recevoir davantage. Donc, il faut assurer un processus logique et aussi de délai pour assurer la sécurité, minimiser les risques de contagion en laissant reposer la marchandise un certain temps. Donc, on a beaucoup de choses à voir et on a des enjeux face au surplus. Parce que présentement, les compagnies qui rachètent les surplus ne sont pas en mesure de le faire eux-mêmes. Donc, au Québec, on a de sérieux problèmes reliés à la gestion des surplus de textiles. Alors, on est en train de regarder les solutions ici avec nos partenaires du milieu. Pour le moment, comment gérez-vous le personnel par ce temps de COVID? Présentement, tout le personnel administratif est en télétravail. Ça fonctionne bien. On était déjà bien organisé en réseau, donc ça nous a permis de débuter rapidement le télétravail. Et avec la réouverture de la boutique Friperie, ça va être un retour graduel des employés qui avaient été mis à pied. Dans la foulée du coronavirus, l'Actuel a lancé une campagne de financement. La somme de 17 000 $ recueillie pour l'instant est jugée insuffisante, compte tenu de l'ampleur des besoins. En premier lieu, je tiens à remercier tous les donateurs parce que les gens ont été très réactifs à notre demande, à notre campagne de dons. Oui, 17 000, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais effectivement, c'est insuffisant parce que aussitôt qu'on a dû cesser nos activités de vente à la boutique Friperie, c'est des pertes de revenus très importantes qu'on subissait du jour au lendemain. Et ces revenus-là, il faut comprendre que tous les revenus de la boutique Friperie permettent de financer les services essentiels. Donc, du jour au lendemain, c'est des fonds qu'on n'avait plus pour subvenir à la sécurité alimentaire des gens de la région. Donc, nous, c'est environ entre 60 et 75 000 $ qu'on a besoin, qu'on a un manque à gagner annuellement pour offrir les services de dépannage alimentaire, dépannage nourrisson. La députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, apporte son grain de sel à la relance économique dans cette crise de la COVID-19. Elle nous fait part des initiatives qu'elle a prises dans le cadre de la promotion des entreprises locales. Oui, la reprise économique, je trouve ça important, mais je trouve que ça doit quand même pas primer sur les données scientifiques ou sur les données de la santé publique et surtout sur les enjeux de la santé publique. Je suis bien attristée, là, comme tout le monde, de voir que quand on met le Québec sur pause, notre région, qui est une région effervescente, qui est, puis je parle de Vaudreuil-Soulanges, entre autres, là, qui sont 2 comtés en explosion démographique où l'effervescence est palpable. Je trouve ça bien triste qu'on mette ça sur pause puis que ça ralentisse justement là, nos commerces qui écopent durement. Là. Donc, pendant la pandémie, j'ai essayé d'encourager local. Je vous donne un exemple. J'ai encouragé Sel et Caramel, qui est une petite entreprise locale. J'ai acheté des pots et j'ai demandé à des enfants de faire des dessins. Donc, on a mis un dessin après chaque pot. Puis, on est allé porter ça dans
toujours en respectant évidemment les mesures d'hygiène. On est allé porter ça à des personnes dans des HLM, dans des résidences de personnes âgées. Fait qu'en même temps, ça encourageait le calme, ça remontait le moral de certaines personnes qui étaient un peu plus isolées. J'ai fait la même chose avec sous les oliviers. J'ai aussi donné un petit coup de pouce à différents commerçants comme ça. J'ai essayé d'encourager le local pour leur permettre de survivre un peu pendant la pandémie, mais c'est loin d'être évident. J'essaie aussi de donner un petit coup de main parce que il y a beaucoup de familles qui ont perdu leur travail ou en fait qui sont économiquement dans un flou. Pour certains, c'est temporaire. D'autres, ça s'annonce à être un peu plus long. Alors, tous les jeudis, je vais préparer des paniers alimentaires qu'on distribue dans les voitures, soit pour des couples, des personnes seules, des couples ou encore pour des familles. J'ai acheté aussi 5 000 $ de cartes cadeaux chez IGA Bio, lesquelles je mets dans les paniers alimentaires pour aider les familles dans le besoin. Avec la COVID-19, la culture n'est pas pour autant en pause dans la région. C'est ce que vous allez constater dans cette entrevue que nous a accordée la directrice générale du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges. Tranquillement, évidemment, on déconfine nos projets également qui avaient peut-être été mis évidemment sur pause. Donc, on a relancé la semaine passée, effectivement, l'appel de candidature pour les bannières de la piste cyclable pour les renouveler dans une nouvelle formule pour cette édition-ci. Donc, un projet qui est davantage tourné vers le citoyen, mais qui en même temps est encadré par une photographe commissaire artiste professionnelle, donc Mme Caroline Maillard. Donc, on est encore en ouverture de candidature pour des candidats qui voudraient participer, avoir la chance de retrouver ces photos sur les bannières de la piste cyclable cet été. Donc, on peut vous assurer que l'appel sera terminé cette année puis qu'on pourra avoir effectivement des nouvelles bannières pour agrémenter la piste cyclable cet été puisqu'on sait qu'elle va être très fréquentée. Un autre projet aussi semble vouloir revenir, le programme d'innovation culturelle, le PIN, qu'on devrait avoir des nouvelles sous peu. Oui, en fait, le PIN, c'est inspiré de notre programme de soutien à l'innovation culturelle qui était le PIC, mais on a décidé donc à partir de ce programme-là de créer un sous-programme ou enfin un autre programme qui va s'appeler le PIN, le programme d'innovation numérique, qui va permettre de mettre en œuvre des solutions numériques en guise de réponse stratégique à la crise de la COVID, soit en adaptant des œuvres existantes, soit en créer des nouvelles, dont les processus vont vraiment utiliser principalement les technologies numériques pour la création et la diffusion. C'est sûr qu'on veut vraiment prioriser la création numérique et soutenir évidemment la diffusion ensuite de ces œuvres. Donc, vous en entendrez parler prochainement. Pour l'instant, il reste encore des petits détails à finaliser, mais on est certaine que, enfin, on fera découvrir peut-être un peu plus le numérique à la population et c'est une belle opportunité là, justement pour qu'on puisse utiliser ces technologies-là pour faire parler davantage le territoire, notamment pour les lieux extérieurs. Je pense que ça se prête. Et puis, bon, on pense que ça va être le début là, de peut-être de projets de plus grande envergure là, avec les années. Donc, on est content de démarrer ça lentement, mais sûrement, mais on pense que c'est une belle opportunité. La ville de Vaudreuil-Dorion a organisé du 21 au 24 mai dernier sa première foire horticole. L'événement a été marqué par la distribution d'arbustes, de compost et de copeaux de bois, comme nous l'explique Marianne Blondin, coordonnatrice environnement de la ville de Vaudreuil-Dorion. En fait, oui, cette année, la foire horticole, c'était sa première année. On a dû changer un peu ce qui avait été planifié considérant la situation. Donc, on a étendu l'activité sur 4 journées. On avait hier une distribution d'arbustes qui était aux citoyens là, à faible coût. Donc, les citoyens pouvaient s'inscrire pour obtenir 1 ou 2 arbustes. Donc, on a distribué 300 arbustes comme ça hier. Et aujourd'hui et demain, on a des rendez-vous pour que les citoyens puissent venir chercher du copeau de bois qui provient des arbres publics de la ville qui ont dû être abattus là, dans la dernière année pour cause de maladies ou de bris. Et on a le compost. Donc, dans le fond, les citoyens, en participant à la collecte des résidus alimentaires, produisent un compost lequel on peut par la suite là, leur remettre gratuitement. Et dimanche, les restants vont être en libre-service pour les autres citoyens là, qui n'auraient pas eu le temps, par exemple, d'avoir un rendez-vous.
En temps de COVID, quelles sont les mesures que vous avez prises pour la distribution? Exactement, là, ça devait être sur une journée normalement, donc là, on a vraiment espacé. Tous les citoyens devaient prendre rendez-vous à la base. On a évidemment des affiches qui rappellent la distanciation. Les employés sur le site ont des masques aussi au besoin là, quand on doit être trop près des citoyens. Les citoyens ont été avisés aussi, donc il y en a plusieurs qui viennent avec leur masque. Puis vraiment, là, chaque citoyen a un corridor qui lui est attribué puis qui doit suivre puis qui doit rester à même le compost ou les copeaux, par exemple. Donc, on évite vraiment comme ça. On a un bon 3 mètres, là, au moins, entre chaque citoyen. Les gens étaient aussi limités en nombre de personnes qui pouvaient venir en même temps. Donc, s'ils voulaient venir accompagner pour avoir de l'aide, c'était correct, mais on prenait pas plus que 2 personnes à la fois. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'engouement des gens? Bien, on a eu au-dessus de 400 appels de citoyens pour pouvoir prendre des rendez-vous, je vous dirais, en dedans de quelques jours. Donc, les citoyens sont super contents, je pense. Les gens avaient hâte de sortir de la maison. Il fait beau enfin. Les gens jardinent énormément cette année, là, on le voit. C'est pas juste au niveau de la ville, mais au niveau aussi, je pense, général. Là, les gens sont contents de pouvoir avoir le temps de jardiner puis d'en profiter. Donc, ce qui fait en sorte que oui, là, on a eu une super belle réception de la population. Puis, on voit déjà que l'année prochaine, c'est sûr qu'on va revenir. Est-ce que ça va être sur le même format? Ça va être à voir si la distanciation est toujours là ou pas. Mais l'idée, ça va pouvoir être encore plus agrémenté, cet événement-là, pour qu'il perdure dans le temps. Bonjour, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de la ville de Vaudreuil-Dorion? C'est une très bonne initiative. Moi, c'est la deuxième fois que je viens ici. Donc, l'année passée, je suis venu. Alors, c'est une bonne initiative parce que souvent, nous allons dans des magasins pour acheter de la terre. Mais la terre que nous achetons, nous ne savons pas de quoi elle est composée. Mais ici, nous savons bien que c'est du compost qui vient de la ville de Vaudreuil-Dorion. Donc, comme je suis citoyen de la ville de Vaudreuil-Dorion, j'ai pu profiter de cette bonne initiative de la ville de Vaudreuil-Dorion. Avec la COVID-19, les propriétaires de la ferme laitière Vaudal à Vaudreuil-Dorion pensent qu'il y a beaucoup d'incertitudes qui planent sur l'avenir de la filière. Le couple fermier Suzanne Dufresne et Alain Boyer reste cependant optimiste vu l'intérêt de la population pour l'achat local dans ce contexte du coronavirus. Monsieur Boyer, comment voyez-vous l'avenir de votre filière par ce temps de COVID? Oh, c'est difficile à dire présentement. Ça dépend combien de temps ça va durer. Il n'y a pas d'échéancier encore. On ne voit pas la fin présentement, mais on doit rester optimiste et espérer que le plus rapidement possible, ça redevienne à la normale, entre guillemets. Là. Mais ça reste qu'il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à tout ça. Et Mme Dufresne? Bien, moi, j'espère, on semble voir là, qu'il y a une conscientisation un peu au niveau des consommateurs, là, l'importance de consommer des produits locaux. J'espère que ça va aider à soutenir là, l'industrie laitière québécoise, là, que les gens recherchent des produits qui viennent d'ici, surtout avec les accords de libre-échange qui ont été signés là, ces dernières années, qui permettent l'entrée de beaucoup de produits européens. Et maintenant que ça va être américain, bien, j'espère que les gens vont rechercher les produits laitiers qui viennent d'ici, là, parce que je pense que c'est important là, de pouvoir se nourrir là, nous autres mêmes, là, dans le fond. J'aimerais que vous nous donniez quelques chiffres pour pouvoir illustrer l'impact de la COVID sur vos activités. Bien, comme exemple, au mois d'avril, on a eu acheté un réservoir de lait. On était payé quand même, mais ça reste que le produit a été jeté. Puis là, ça va avoir un impact sur notre prix du mois prochain, parce qu'il faut absorber. Oui, on a fait des dons de lait, mais il y a une grosse partie de la production qui a été jetée aussi. Puis ça va avoir un impact sur notre prix pour le mois qui s'en met. Pour le mois de mai, présentement, on a eu une diminution d'environ 9,5 de diminution de notre prix du lait pour le mois de mai, en plus d'une coupure de notre quota de 2 une baisse du niveau de production de 2 pour l'ensemble des producteurs au Canada. Fait que, oui, ça a un impact là, au niveau financier. Bien, c'est ça. Puis là, on ne sait pas quand est-ce que le prix va remonter. C'est sûr que là, ils ne se jettent plus de lait. Les producteurs ont réduit collectivement la production, ce qui a fait que là, ils ont pu en acheter du lait, ce qui va peut-être aider à maintenir le prix, mais c'est sûr que de ce côté-là, ça a un impact quand même qui est assez important. Là. On ne voudrait pas que ça se prolonge.